cet événement? C'est à cause de moi, parce que je suis pas très bon en électricité et c'est un sujet qui me fait peur. J'ai récemment aménagé dans une maison ancienne, hein, qui date de 1975 pour information, et qui a plein de petits défauts électriques. Et donc j'ai parfois sollicité Fabrice qui travaille dans mes équipes, dont je sais qu'il est passionné et qu'il passe son temps et ses week-ends et ses vacances et ses nuits bientôt à travailler sur le retape des appartements et des logements. Et donc, étant électricien de base, je me réfère aussi à lui parfois sur certaines questions. Et c'est vrai que toutes ces petites questions que je me suis posées, on a voulu en faire un meet-up parce que ça peut servir à tout le monde. Donc, c'est un meet-up qui s'adresse vraiment au grand public, dont l'objectif est de comprendre les bases de l'électricité et assez vite de rentrer finalement dans votre logement avec la compréhension de tous les organes électriques qui interviennent dans votre logement, comprendre aussi d'où viennent les petites pannes qui vous arrivent de temps en temps. Et puis, un petit instant culture sur la production d'électricité aussi, qui fait l'actualité pour ceux qui suivent l'actualité du secteur de l'énergie en France. Voilà, on est soumis à quelques informations au sein du groupe EDF dont on va parler en introduction. Donc, merci encore à Fabrice pour la préparation de ce meet-up, et puis à Fabien qui est peut-être connecté et qui a largement participé également au contenu. Alors, c'est pas moi qui ai la main sur les slides, je te laisse. Voilà, donc on va faire un petit tour sur la production d'électricité en France. Ensuite, on va assez vite vous mettre une vidéo de 2-3 minutes sur la sécurité et la prévention, qui est plutôt chouette et qui pose un peu, je pense, toute l'attention qu'on aura sur la suite. On reviendra après sur les normes applicables dans le logement et quelques généralités sur l'électricité. Et puis, on va parler de différentes thématiques, les luminaires, prise de courant. Et puis, on va après avoir quelques questions sur les pannes courantes chez nous et comment on peut pré-diagnostiquer ce qui se passe et puis voir comment on peut réagir derrière. Point important, cet événement, il n'a pas pour vocation à vous former, il n'a pas pour vocation à vous habiliter à faire quoi que ce soit. C'est quand même un métier et un corps de métier qui est soumis à des habilitations particulières et qui doit faire intervenir des professionnels agréés, habilités pour pouvoir faire ces modifications-là. Donc, c'est plus un meet-up qui est basé sur la culture et on va dire des premières informations, mais en aucun cas ça vous donne toute la légitimité de faire sous couvert de ce qu'on va vous expliquer des manipulations électriques dans votre domicile. Donc, on voulait que ce soit plutôt clair là-dessus. Petit point sur la production électrique, on peut passer directement après. Donc, en France, on a la chance, certains diront qu'on n'a pas de chance, mais c'est plutôt une chance en soi. On ne va pas lancer le débat ce soir sur le fait qu'on a une production électrique propre et plutôt décarbonée, puisqu'on a une grosse dépendance à la production électrique nucléaire. Donc, vous voyez qu'on a 75% de la production électrique qui est issue du nucléaire. Maintenant, sur la gauche, vous avez tout un tas d'autres sources de production électrique. Donc, ça peut venir de l'énergie solaire, de différentes énergies renouvelables, comme l'éolien aussi, ou des barrages hydrauliques, hydroélectriques. Donc, il y a plein de façons de produire de l'électricité aujourd'hui en France, mais 3/4 de l'électricité provient de nos centrales nucléaires. Donc, les centrales nucléaires sont gérées par EDF, mais bien entendu qu'après, il y a plein d'autres façons de créer l'électricité. Le transport de l'électricité, qu'on appelle le réseau haute tension ou très haute tension, c'est un transport d'électricité qui est géré par l'opérateur dédié à ça, qui s'appelle RTE, donc qui est une filiale d'EDF et qui est un secteur régulé. Donc, ce RTE s'occupe de ça, donc c'est les gros pilotes que vous avez dans toute la France. Ensuite, quand on arrive près d'un site industriel ou près d'une zone d'habitation, on va arriver sur ce qu'on appelle la phase de distribution de l'électricité, où là, on va convertir la haute tension avec un certain voltage en haute tension avec un voltage plus petit. C'est une première étape de conversion d'électricité. Donc, on passe de la HTB à la HTA, et puis après, on va transformer cette HTA en basse tension. Basse tension que vous allez retrouver du coup dans vos logements, puisqu'aujourd'hui, on va surtout parler de ça. Donc là encore, on est sur
un secteur qui est régulé sur la distribution électrique et qui est confié à Enedis. Et puis après, vous avez la fourniture d'électricité qui est aujourd'hui historiquement gérée par EDF, comme l'était France Télécom pour le réseau télécom auparavant, mais qui a été dont il a été demandé d'ouvrir, en tout cas à la concurrence, le marché de la fourniture d'électricité il y a quelques années. Et donc, vous avez plein d'opérateurs tiers qui sont arrivés. Donc, c'est le cas de Total Energy, par exemple, et bien d'autres. Donc ça, on rentre dans un secteur qui est concurrentiel et EDF a l'obligation de redistribuer une partie de son électricité à ses opérateurs tiers. Donc on va le voir juste après. Et ça va nous amener à l'actualité du jour en France. Je dis du jour puisque depuis le 2 février ou le 1er février, on a subi tous une augmentation d'électricité. Donc qu'est-ce qui se passe ? L'électricité, forcément, dépend beaucoup et donc, de nos réacteurs nucléaires. La demande en électricité, elle est déjà forte, elle est croissante. Forcément, en hiver, elle est soumise aussi à des pics de demande. Toujours est-il qu'il y a des équipements et des installations qui fonctionnent aussi avec du gaz en France. Et donc, quand l'apport de gaz via des crises États-Unis, Russie devient fragile, la demande en électricité augmente. Sauf que la production en électricité, elle n'a pas forcément augmenté. Et au contraire, elle a plutôt diminué, puisque à l'instant T, quand j'écoutais hier matin encore à la radio le patron d'EDF nous dire qu'il y avait 12 réacteurs qui étaient arrêtés, donc 6 qui sont arrêtés en France liés à des problèmes de corrosion qui ont été identifiés et non anticipés, mais qui ne sont pas normaux, et donc qui ont demandé aux exploitants d'arrêter les centrales pour pouvoir analyser ce qui se passe. Il n'y a pas de sujet particulièrement grave là-dessus, mais enfin, en tout cas, ça demande des analyses. Et puis, il y a 6 autres réacteurs qui sont arrêtés pour des maintenances classiques du parc. Donc, ça veut dire qu'on a quand même 12 réacteurs qui ne produisent plus d'électricité. Et ça augmente encore plus l'écart entre la demande et la capacité de produire. Toujours est-il que tous ces aléas liés à la demande a poussé le prix de l'électricité normalement à un niveau qu'on aurait dû avoir tous, entre 35 et 44%, mais 35% TTC pour le consommateur, c'est l'augmentation qu'on aurait dû avoir au 1er février. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Fabrice, je te laisse cliquer pour faire apparaître 2 éléments qui ont permis de n'avoir que 4% d'augmentation de notre facture d'électricité au 1er février. Le premier, c'est que l'État a aidé pour 8 milliards d'euros dans la réduction de 15% de la hausse tarifaire prévue. Comment ? En réduisant fortement ce qui touche en taxes sur l'électricité. Je crois qu'on est passé de 23,50 € le mégawattheure à quelques centimes le mégawattheure qui rentre dans la poche de l'État et qui a permis justement de réduire, d'aider en tout cas EDF dans la hausse de l'électricité. Et puis deuxième élément, c'est que l'État a mis en place en 2010 un dispositif qui s'appelle l'Arenh, qui régule la fourniture de l'électricité auprès des opérateurs tiers. Donc il y a 100 TWh en France dont il est nécessaire qu'EDF fournit à des opérateurs tiers, et l'État a demandé une augmentation de 20% de cette distribution d'électricité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tous ces térawattheures qui sont vendus à des opérateurs tiers, ils sont vendus à prix coûtant, environ 46 € le mégawattheure. Là où, très beau fond d'écran, là où EDF revend plutôt autour des 600 € le mégawattheure en temps normal. Donc, plus il en donne à prix coûtant, plus ça lui coûte de l'argent. Et toujours est-il que ça fait quand même réduire la facture électrique pour les consommateurs derrière, puisqu'ils bénéficient d'un plus large panel et de plus grosse production, en tout cas électrique à prix coûtant. Donc ces 2 éléments-là, c'est 8 milliards d'euros financés par l'État, et c'est à peu près 8 milliards d'euros aussi qui est financé par EDF. Donc ce qui fait l'actualité, parce que ça leur enlève quand même une manne financière importante dans le cadre de ces investissements qui par ailleurs sont boostés par
par l'État français. Donc voilà, ça c'était le petit point actualité. Puis après, on va rentrer dans le vif du sujet sur l'électricité. Oh, encore ce faux contact. Je m'en occupe. Je pense qu'un petit morceau d'adhésif bien placé fera l'affaire. Mais bien sûr, mon chéri. En attendant, moi, j'appelle un électricien. Et une ambulance! Chaque année, on dénombre plusieurs milliers d'incendies d'origine électrique. Alors quand on prend un logement, il est important de vérifier visuellement le tableau électrique. S'il présente des traces particulières, brunâtres, eh bien, il faut forcément contacter un professionnel, un électricien, qui pourra vérifier que l'installation est conforme et en état d'être utilisée. Face à un problème électrique même banal, il est recommandé de ne pas s'improviser électricien. Le risque, effectivement, c'est d'avoir recours au bricolage anodin. On constate que c'est de nombreux accidents et d'incendies qui sont générés par un bricolage sans précaution suffisante. L'une des causes principales de mise à feu à domicile est l'utilisation de multiprises surchargées. Lorsqu'on fait l'acquisition de multiprises, ce qui est important, c'est de vérifier que les objets que vous allez devoir raccorder, cette puissance ne soit pas supérieure à celle autorisée par la multiprise, sans quoi le risque d'incendie est certain. Généralement, les multiprises du commerce ont une capacité maximale de 3 kW. Lorsqu'on branche sur une multiprise un sèche-cheveux de 2 kW et puis un radiateur d'appoint qui fait également 2 kW, on est déjà à 4 kW. Et on se dépasse de 1 kW la capacité maximale. Enfin, sachez que pour vous assurer la conformité de vos installations électriques, un principe prévaut, c'est le respect des normes. Au niveau de la marque ENEF, vous avez une garantie de qualité dans la mesure où il y a cette intervention des organismes indépendants, la sécurité apportée par la norme et le fait que ces normes évoluent régulièrement et que donc vous n'êtes pas pris au dépourvu. C'est souvent un bricolage mal maîtrisé qui est à l'origine d'un incendie. Avant d'utiliser une multiprise, vérifiez que la puissance totale des appareils à brancher n'est pas supérieure au maximum admissible. Utiliser des produits estampillés NF est un gage de sécurité. Voilà, donc la petite vidéo vous présente un peu les principaux risques. Et on voit que l'électricité, il ne faut pas jouer avec quand on ne connaît pas. Et il y a des usages du quotidien qui peuvent nous faire prendre beaucoup de risques. Voilà, pour la petite anecdote quand même, j'en parle parce que c'est aussi ça qui a fait que j'ai eu envie de faire ce meet-up-là. Mais j'ai une petite fille là, de 12 mois qui, avec un petit câble électrique de chargeur de téléphone qui traînait le près de ma table de chevet, s'amusait des fois à le mettre à la bouche. Donc déjà, ça fait peur parce qu'on ne sait pas s'il va pas s'électrocuter. Il se trouve qu'elle l'a fait plusieurs fois et elle ne s'est pas électrocutée. Toujours est-il que il n'y a pas plus tard qu'à 3 semaines de ça, j'ai ce câble-là qui a fait que ça sentait pas bon le plastique brûlé dans ma maison. Je me demandais ce qui se passait et il se trouve que la bave qu'il y avait sur le bout de ce chargeur de téléphone a créé un échauffement du plastique qui commençait à cramer et qui a fait une belle tache noire sur ma table de chevet par ailleurs. Mais toujours est-il que si j'étais pas à la maison, ça aurait pu finir en incendie. Et voilà, c'est des petits gestes bêtes. Et j'étais très très content d'être à la maison ce jour-là. Parce que ça m'a quand même fait très peur et je me suis dit que ces petites choses-là du quotidien, on n'a pas toujours conscience et c'est bien de les partager. Voilà. Fabrice, je te laisse enchaîner pour la suite. Merci Cédric. On va voir, pour commencer, tu parlais de ta petite fille qui a touché le courant et qui a quand même pris un peu le courant. Alors, si j'arrive. Voilà. Les petits seuils de risque, parce qu'on a tous été emmenés à nous prendre une petite châtaigne ou en touchant une carcasse ou un fil ou simplement en s'amusant quand on est gamin, ce qui arrive. Donc, vous voyez qu'en électricité, il y a, surtout en habitat, il y a des seuils de risque qui peuvent entraîner la mort pour l'arrêt du cœur. Mais surtout, on voit qu'on peut avoir une perception très faible de l'électricité, surtout quand elle est pas grande, de 0,5 mA. C'est à peine une petite faible sensation. C'est à ce moment-là où on ressent un peu l'effet de l'électricité. On va voir qu'à 10 mA, on peut avoir une contraction musculaire, ce qui va provoquer si vous touchez un conducteur, vous allez être tétanisé, les muscles complètement paralysés. Si on augmente à 30 mA, on a un seuil de paralysie respiratoire qui peut arriver. C'est pour ça que nos protections, on verra par la suite, sont dotées
d'un calibre de 30 mA qui peuvent nous paralyser les voies respiratoires et qui peuvent nous empêcher de respirer. Si on monte à 75 mA, on est au bord de la fibrillation cardiaque, qui peut être irréversible dans tous les cas. Et à 1 ampère, on peut subir un arrêt cardiaque. Donc ça, on va parler d'électrisation. Pour ce qui est la partie électrocution, si on s'électrocute, c'est terminé, quoi. On a la mort directe. Alors bien sûr, quand on intervient sur une installation électrique, il faut toujours un équipement et un outillage spécial minimum. Donc on va avoir, par exemple, c'est sûr que quand vous allez faire une installation, comme vous voyez le petit schéma à gauche, avec le monsieur là qui a des lunettes de soleil, une fermeture éclair en métal, parce que bien sûr le métal c'est conducteur, donc ça risque de faire des grosses lésions. Les manches courtes, la montre, bon, le short et des chaussures de sécurité, c'est bien, mais autant avoir des chaussures de sécurité comme le monsieur avoir des chaussures de sécurité isolantes, avec des gants, des combinaisons, un écran facial, bien sûr, si vous travaillez pour les gros professionnels qui travaillent sur de la haute tension ou basse tension, un écran facial, c'est pas mal pour éviter les arcs électriques. Et un casque isolant, c'est pas mal aussi. Donc pour l'outillage minimum, tout le monde peut s'en procurer. Hein. Par exemple, en bas à droite, vous avez le vérificateur d'absence de tension, qui est un appareil qui permet de mesurer, qui permet de vérifier, comme son nom l'indique, l'absence de tension dans un circuit. Donc ça, vous pouvez le trouver sur Amazon ou n'importe où. Hein, par exemple, pour 20-25 €, je pense que vous pouvez vous en procurer un. Pour tout bricoleur, c'est pas non plus excessivement cher. Le multimètre, c'est pareil. Le multimètre, ça a la fonction de faire ampère-mètre, voltmètre et ohmmètre. Donc le ohmmètre, c'est pour la résistance, le voltmètre, c'est pour la tension, et l'ampère-mètre, c'est pour mesurer tout ce qui est l'intensité, pour un peu rappel. Donc ça, le multimètre, pareil, on peut le trouver pour 20, pour 10, 12 € minimum. Bon, après, attention de ne pas non plus se faire avoir sur des outils qui seraient de calibre vraiment très moyen. À côté, en troisième, on a une pince ampère-métrique aussi, qui permet de mesurer l'intensité indirectement par le champ électrique que génère la circulation de courant dans le circuit. Et en haut, on a des outils isolés. Donc, ce qui permet si au cas où, même si vous avez des branches d'électricité, il reste toujours un petit résiduel de tension. Et si vous mettez un tournevis, de ne pas prendre le jus, comme on pourrait dire, hein, c'est arrivé à tout le monde de dévisser une prise ou de dévisser quelque chose, un fil électrique, et se prendre une petite châtaigne. Hein. Ça m'est souvent arrivé. Parce que, comme tout le monde, j'ai des tournevis avec un manche en bois et le bout en métal. Donc, des fois, on ne fait pas attention. Bam, et hop, c'est parti, la petite châtaigne, ce qui peut provoquer des risques. Alors, bien sûr, les tournevis, pour une ordre de prix, vous pouvez vous en procurer pour 5-6 €. Tout à l'heure, je regardais sur Internet. Ils font des lots de 7, par exemple, à 15 €. Hein. Bon, je ne suis pas là pour vendre les tournevis, mais voilà. Il y a les pinces, vous pouvez 4-5 €, donc ça ne coûte pas très cher. On peut se procurer ces équipements et pour tout un chacun chez soi, et pour éviter ou prévenir que si vous avez un problème électrique et qu'un électricien n'est pas disponible, et que au moins ça vous permettra de faire des réparations, ou du moins de toucher un peu sans vous électriser. Alors là, on va parler de tout ce qui est normes et généralités. Donc ça va être un peu la partie plus droit, plus documentaire, hein, bien sûr, mais c'est toujours bon à savoir. Donc la norme NFC 1500 est la définition actuelle des standards qui réglementent les installations électriques dans les habitations. Elle concerne les installations de basse tension, dites BT en France, et elle oblige les constructeurs à respecter certaines consignes d'équipement et de sécurité. Alors chez vous, vous avez forcément un tableau électrique, hein, sinon, à part si vous vous éclairez à la bougie ou avec un peu de circulation de l'eau, je ne sais pas comment vous faites, mais on a tous un tableau électrique. Et qu'est-ce qu'un tableau électrique? Un tableau électrique, c'est le centre
de distribution de votre logement. C'est ce qui représente le point de départ de tous les circuits électriques et c'est ce qui le regroupe à un seul endroit. Bien sûr, il alimente tous vos circuits que vous avez dans la maison, prise, éclairage, chauffage. Donc voilà. De quoi est composé un tableau électrique? Donc il va être composé de protection différentielle, de modules de protection individuelle, qui va être disjoncteur divisionnaire. Il va être composé aussi de borniers pour le raccordement à la terre, les peignes électriques et les modules complémentaires. Donc, pour vous expliquer chaque petite partie, donc, un interrupteur différentiel, c'est un module de protection qui est obligatoire selon la norme NFC 1500 et qui assure la protection des personnes en contact avec l'installation électrique dans votre logement. Donc, bien évidemment, son rôle est de mesurer le courant électrique qui traverse le circuit, de détecter les éventuelles fuites de courant, court-circuit, surcharge. Voilà. Après, vous avez les disjoncteurs divisionnaires. Ces disjoncteurs divisionnaires qui sont juste placés après l'interrupteur différentiel sur chaque ligne. Il a pour vocation de protéger les circuits électriques de votre installation. C'est la raison qu'un seul équipement est relié à un seul circuit. Donc, il va disjoncter en cas de surcharge, de court-circuit et protéger vos appareils électriques de votre logement. Ouais, donc en gros, il y a la protection des biens avec les divisionnaires et protection des personnes avec le différentiel qui est souvent exactement à gauche. Pour le bornier de raccordement à la terre, bien sûr, on en a un principe, c'est la borne principale qui va relier toutes les terres des différentes lignes et appareillages qu'on a dans le tableau directement, ce qui va permettre en fait d'évacuer les éventuelles fuites de courant vers la terre. Voilà. Les peignes électriques, bien sûr, comme j'ai dit, les peignes électriques, c'est ce qui va raccorder les disjoncteurs divisionnaires entre eux et le différentiel. On parlait des modules complémentaires. Donc, les modules complémentaires que vous pouvez trouver dans un tableau, tout dépend dans quelle région vous êtes, tout dépend. Vous aurez un parafoudre, c'est ce qui protège contre les surtensions en évacuant directement le courant vers la terre. C'est obligatoire dans certains départements, hein, bien sûr. Vous aurez peut-être, si des gens ont les heures creuses, heures pleines, un contacteur jour-nuit, voilà, pour profiter des heures, par exemple, de nuit ou à certains moments où l'électricité peut être moins chère. Tout dépend du contrat que vous avez pris, bien sûr. Vous avez le téléérupteur, qui est un module de commande qui permet de commander plusieurs endroits de votre logement sur un même circuit d'éclairage. Par exemple, pour de grandes pièces, si vous avez plusieurs portes, 3 à 4 portes, un grand couloir, un escalier, en haut ou en bas. Et vous avez aussi, peut-être, bon, vous en avez d'autres, mais vous avez surtout des relais temporisés ou une minuterie, comme chez toi, Cédric. Ce petit module qui permet de mettre en place un éclairage avec une extension automatique ou avec un laps de temps, bien sûr, ou autre appareil électrique que vous voulez faire fonctionner, comme une pompe de piscine ou quoi que ce soit. Voilà. Alors, bien sûr, la règle majeure pour assurer une sécurité optimale et durable de vos équipements électriques, c'est bien sûr d'organiser chaque rangée du tableau, comme on peut le voir. Donc là, il y en a 3, mais vous pouvez en avoir 2, vous pouvez en avoir une seule de rangée. En installant en amont le disjoncteur différentiel, comme pour rappel, plus les disjoncteurs divisionnaires et les modules associés complémentaires. Bon, par circuit, un tableau électrique il se compose de au maximum 8 circuits électriques. Donc 8 disjoncteurs différentiels au maximum. Bien sûr, il faut équilibrer sur un tableau électrique. L'objectif, c'est d'équilibrer les charges en fait et pas se retrouver avec des gros consommateurs sur une ligne de différentiel et puis avec que des prises et des lumières sur un autre. Donc c'est important d'avoir dans les règles de l'art, il n'y a pas de normes particulières par rapport à ça, c'est peut-être selon les équipements, mais de se retrouver avec un équilibrage de par l'installation électrique du départ là, assez simple pour l'installation et pour pas se retrouver avec une surcharge sur un circuit qui va vous faire disjoncter tout le temps le différentiel. Donc ça peut être aussi une des causes d'ailleurs de déclenchement du différentiel de façon régulière. Là on va faire un petit juste pour ça va parler à tout le monde mais sans parler à tout le monde, mais
c'est qu'on a on a des équipements chez nous, comme ce qui peut être une lampe de chevet, les spots avec les petits spots avec des transformateurs, le sèche-cheveux, enfin beaucoup, qui sont soumis aussi à une classe de protection. On a la classe numéro 1, ça va être pour des machines fixes, sur des lieux de travail, tout ça. Donc, on va avoir la classe numéro 2 avec une isolation renforcée. Donc, ça va être utilisation possible sur des lieux de travail, pour des machines non fixes. C'est-à-dire que là, on peut parler, par exemple, la classe numéro 2 de lampe de chevet, ou même la lampe de bureau, par exemple, qui est une classe 2. Et vous avez la classe 3, pour prendre l'exemple du spot avec le petit transformateur. Après, pour reprendre un peu les différents types de différentiels, donc on a le type AC, qui est un interrupteur qui est un peu dit classique, qui va être utilisé pour les circuits prise, éclairage, radiateur. On va avoir le type A, qui va être utilisé pour des circuits qui utilisent des composants à courant continu, donc plaques de cuisson, machine à laver, prise de recharge électrique, etc., etc. Nous avons aussi le type F, qui est anciennement appelé HI, HPI ou ASI, qui va surtout protéger les appareils qui sont sensibles aux coupures électriques. Il a une immunité renforcée contre les courants de fuite générés naturellement par ces appareils. On fait un petit tour sur les câbles électriques. Donc, les câbles électriques, aujourd'hui, elles ont un code couleur qui, depuis la mise en place de la norme NEC 1500 en 1970, qui permet de jouer un rôle particulier. C'est-à-dire que sur une installation correctement réalisée, on va se retrouver avec le neutre bleu clair, on va se retrouver avec le vert jaune pour la terre, on va se retrouver avec le rouge généralement utilisé pour la phase, donc on peut voir des fois le rouge ou le noir, le câble noir. On peut voir aussi le câble noir et le gris pour les fils pilotes d'un radiateur électrique, par exemple. Et on a d'autres couleurs, comme le violet, orange et marron, qui vont être plus utilisés pour des fils navettes ou des retours de lampes. On va le voir sur les autres schémas qui vont arriver. Donc, vous avez à côté plusieurs types de câbles, du 1.5, du 2.5, du 4, du 6, du 10 et du 16, pour vous montrer. Alors ça, c'est du câble qui est sous gaine, mais vous pouvez trouver, surtout en commerce, tout ça, vous pouvez trouver du fil directement en bobine, simple. Pour expliquer ce que sont ces chiffres-là, c'est la section, donc c'est le diamètre du câble, 1,5 mm carré, 2,5 mm carré, 16 mm carré. Et plus vous avez des sections grosses ou plus vous avez des câbles épais, globalement, plus ça va pouvoir absorber de la puissance, entre guillemets. Et donc, si vous faites travailler un gros consommateur en termes d'intensité dans un câble de 1,5 mm carré, ça va surchauffer, ça va prendre feu. Donc, la section de câble, elle est très importante aussi à respecter en fonction du consommateur qu'il y a derrière. Exactement. C'est ce qu'on voit, par exemple, sur cette slide ici, où, par exemple, que dit la norme. Donc, vous allez avoir un petit tableau à gauche qui va nous dire exactement la section qu'on doit utiliser minimum, l'intensité des disjoncteurs maximum. Donc, par exemple, pour les lumières, le section 1.5 et on va utiliser un disjoncteur de 16 ampères. Les circuits protégés, donc voilà, on va le voir dans la slide d'après. Donc il faut au minima dans un habitat, il faut au minima, si vous refaites votre logement ou si vous le faites, minima 2 circuits, par exemple pour l'éclairage. Pour être un peu plus sur les différentiels, donc c'est-à-dire en tête du circuit, donc on va avoir toujours, la norme indique qu'il faut un type A et un type AC. Donc le type A, comme on peut le voir sur le schéma, ça va être pour tout ce qui est plaque de cuisson, lave-linge, prise, comme on a dit précédemment. Mais aussi, on peut l'utiliser pour les lumières, les prises de courant. Par contre, on indique que le type AC va être que pour les lumières, prises de courant. Type A peut être utilisé ou type AC, comme on le voit, peut être utilisé pour des fours électriques, des lave-vaisselle, des réfrigérateurs, convecteurs, chauffe-eau, enfin, tout ce qui est marqué, VMC, volet roulant, motorisation de portail. En face, on vous a mis du coup ce que vous retrouvez dans votre installation. Donc vous avez toujours l'interrupteur différentiel sur la gauche, donc 30 mA, ce qui est plutôt rassurant parce que sa présence vous permet de vous protéger les personnes, en résumé de ce que disait Fabrice précédemment. Et puis après, vous avez tous les interrupteurs divisionnaires qui vont protéger chaque circuit.
Donc un circuit lumière, un circuit prise, un circuit volet roulant, etc. Et puis vous avez du coup un petit rappel en effet avec quelques circuits spécialisés. Donc par exemple les chauffages électriques, la plaque de cuisson doit être sur un circuit spécialisé avec une protection de 32 ampères par exemple, parce que 4 plaques qui fonctionnent en même temps peuvent consommer jusqu'à 32 ampères. Donc on ne peut pas les protéger avec un interrupteur divisionnaire de 16 ampères. Il y aurait un défaut de protection, de sélectivité. Donc du coup, là, vous retrouvez les C20, C32, C16, C10. Les chiffres correspondent. Si demain ou après le meet-up, vous allez voir votre tableau électrique, vous allez voir si le circuit plaque de cuisson il est protégé par un 16 ampères ou un 20 ampères. Vous appelez vite un électricien pour remettre aux normes ça. Donc, pas tout est parfait, mais en tout cas, ça vous donne déjà une première lecture sur la conformité ou non de votre installation selon la norme NFC 1500, mais qui, encore une fois, avant 1970, sur les anciennes maisons, n'était pas soumise aux mêmes normes. Et donc, il est possible qu'il y ait des différences et des dispositifs compensatoires. Ensuite, on va voir pour un peu les luminaires. Donc, hop. Que dit la norme rapidement sur les luminaires? Donc, comme dit précédemment, on va avoir un disjoncteur à 16 ampères maximum avec une section de fil de 1,5. On aura, dans votre tableau, on aura 2 circuits d'éclairage minimum. Non, bien sûr, 2 disjoncteurs. Et sur chaque disjoncteur, on pourra mettre jusqu'à 8 lampes, jusqu'à 8 éclairages dessus. Si pour les personnes qui vont refaire leur logement, qui comptent le refaire ou qui vont faire leur logement, c'est toujours bien de savoir qu'un interrupteur dans la norme doit être compris entre 90 cm ou 1,30 m. Il faut au minimal un point d'éclairage dans la cuisine, chambre, séjour. En extérieur, pareil, un point d'éclairage au-dessus de chaque accès. Et dans les autres pièces et dégagements que vous pouvez avoir dans la maison, aussi un point de centre ou un luminaire en applique. Ça, c'est comment commander un luminaire. Voilà, bon, c'est les différents câblages. Donc, on va voir, pour vous montrer un peu. Donc, en gros somme, on va voir notre disjoncteur. On va voir la phase qui va partir d'un notre interrupteur qui va couper. Donc là, par exemple, en position basse, qui est sur la position 2, donc coupé. Donc, les lumières ne s'allumeront pas. Par contre, si le bonhomme vert le met sur la position 1, ça va laisser passer le courant dans la face violette, donc genre de fil de navette, et qui va permettre d'éclairer les lumières. Alors, ce qui est peut-être en précision, en fait, l'électricité part de la phase et boucle avec le neutre. Hein, donc, il y a une boucle de courant qui s'opère et puis un interrupteur vient simplement apporter un contrôle à marche ou arrêt pour couper ou non cette boucle. Finalement. C'est ça, exactement. Donc c'est pareil, on va dire, sur un câblage d'un luminaire et d'un va-et-vient. Donc ça va être un peu le même principe avec un interrupteur, sauf que on aura 2 fils navettes entre les deux, ce qui permettra de commander. Bon. On va avoir le câblage aussi d'un luminaire avec un radar, donc c'est toujours bon à le savoir. Je sais que toi, Cédric, tu avais tu t'en as installé chez toi. Juste quand je suis allé allumer mon interrupteur pour allumer ma lumière, tu m'as posé une question. Ah oui. En fait, j'ai vraiment alimenté ce meet-up avec plein de trucs personnels. En gros, dans ma maison, c'est pareil. Moi, j'arrive devant chez moi, c'est le noir complet. Donc, je me retrouve avec la difficulté à ouvrir ma porte. Et franchement, j'y comprenais rien, tout ça. Donc, c'est vrai que faire un interrupteur, oui, d'accord, mais je ne savais même pas vraiment officiellement comment ça se câblait derrière. Je me suis jamais amusé à démonter un interrupteur. Puis là, j'ai dû m'y mettre. Et toujours est-il que le petit cas pratique, si vous avez une maison devant chez vous, il n'y a pas de... ou même dans un logement, hein, peu importe lequel, vous voulez le contrôler avec un radar, c'est très facile à mettre en œuvre. Donc, sur un radar que vous achetez, pareil, hein, sur n'importe quelle plateforme ou magasin, ça coûte pas très cher, un radar que vous venez mettre en interface avec la lumière. Il y a toujours un petit schéma qu'il est assez facile de comprendre et de mettre en place. Et ça vous permet de faire une détection de mouvement et d'allumer automatiquement votre lumière. Et puis, ça y est, j'ai pu enfin ouvrir ma porte. 2 différents aussi câblages qu'on peut trouver ou qu'on peut installer chez soi. Donc, le câblage d'un variateur de lumière, un éco-variateur ou interrupteur variateur. Donc, l'éco-variateur, ça va être une molette de commande qui permettra d'ajuster plus ou moins intensément la lumière.
Et un interrupteur variateur, ça a des fois 2 ou 3 fois d'appuyer dessus pour régler votre éclairage, ce qui peut être pas mal pour donner une petite ambiance tamisée, tout ça. Il y a un point d'attention, c'est que ça ne marche pas avec toutes les ampoules. Donc, il faut que vous ayez des ampoules qu'on appelle dimmables. Donc, quand vous retournez de toute façon le paquet d'ampoules, il vous dit si c'est dimmable ou pas. C'est simplement qu'elle va permettre d'absorber une intensité différente de lumière. On a aussi un interrupteur contrôlé en Wi-Fi, donc ça peut être pas mal pour ceux qui n'ont pas la place de raccorder les lumières, ou même mieux quand vous êtes à l'extérieur au boulot, d'allumer les lumières avant que vous arrivez, ou vous partez en week-end ou pendant 3-4 jours. C'est un système qui permet à distance de commander la lumière de chez vous pour faire croire qu'il y a de la présence, pour éviter aussi les voleurs, les cambriolages, tout ça. Donc, comme on peut le voir, il y a des fois où on a des systèmes qui sont intégrés. Donc, des fois, on a des dimmers qui ont des systèmes intégrés directement, ou on peut avoir un relais sur le côté qui permet de recevoir les informations Wi-Fi pour commander les différentes lampes. Ça se présente aussi sur d'autres appareils comme les prises, tout ça. Donc ça, c'est pareil, pour l'avoir installé, ça vous coûte 20 €. Et vous pouvez mettre ça au dos d'un interrupteur, au dos d'un câblage de luminaire. Et puis, en effet, à distance depuis le téléphone, vous pouvez ouvrir votre garage. Vous faire une petite passe aussi sur les prises de courant. Donc, bien sûr, ce que dit la norme chez vous, quand vous refaites comme les luminaires, l'installation ou des travaux, tout ça. Donc, bien sûr, sur votre disjoncteur 16 ampères, après, pour vérifier, c'est toujours difficile, hein. Mais la norme indique qu'il faut au maximum 8 prises sur un 16 ampères, ou on peut mettre 12 prises sur un 20 ampères. Dans la cuisine, comme on peut le voir en bas à gauche, on a une prise qui est à 1,80 m minimum. Ça va être pour tout ce qui est soit appareil en hauteur, micro-ondes, tout ça, soit pour la haute que vous avez sur le côté. Et sur le plan de travail, il est obligatoire d'avoir au minimum 4 prises. La norme implique aussi maintenant d'avoir une prise RJ45 dans chaque chambre et aussi dans chaque pièce habitable. Voilà. Dans chaque partie, vous devez avoir comme par exemple une prise, pas que les RJ, mais surtout les prises aujourd'hui, pour les normes PMR, il doit y avoir une prise à côté de chaque interrupteur. On ne va pas non plus tout changer juste pour une question de normes. Ça, on l'a vu, hein, Fabrice, ce qui était écrit en rouge, c'est que, point d'attention, si vous n'utilisez pas la bonne section de câble, le câble va s'échauffer, et donc il y a un vrai risque d'incendie. On a des cas particuliers, la salle de bain. Alors, pourquoi cas particulier? Parce que la salle de bain, c'est un volume où il y a de l'eau en permanence, ou du moins qui peut être résiduel. Donc, dans la salle de bain, on va avoir, par exemple, comme là, on va avoir des volumes qui sont définis. Donc, par exemple, le volume 0 qui correspond à la baignoire ou à la douche, soit à la zone directe de réception de l'eau, sans oublier l'espace caché qui est en dessous, bien sûr, du receveur. Aucun équipement ne peut être branché, aucun équipement électrique. Donc là, au moins, c'est sûr, ou sinon, vous ferez une Claude François. Sur le volume numéro 1, donc qui correspond à laquelle l'eau est projetée autour du volume 0, c'est donc délimité par les bords du receveur ou par une hauteur de 2,25 m. Voilà, c'est le volume où, c'est quand même un peu interdit, mais ça peut arriver que certains mettent des équipements électriques. Le volume numéro 2, c'est ce qui correspond à une zone de sécurité autour du receveur sur une distance de 60. Donc le volume numéro 1, c'est ce qui va être en dessus. Le volume numéro 2, c'est ce qui va être sur le côté. Donc, dans ce volume-là, pareil, hein, vu qu'il y a projection d'eau, on évite de mettre des appareils électriques, des prises, surtout. Et après, vous avez le hors-volume. C'est ce qui correspond à tout le reste de la pièce, où là, vous pouvez mettre des prises. Bien sûr, vous n'allez pas mettre une prise à côté du robinet du lavabo, hein, parce que il y a quand même un minima à respecter. Mais vous pouvez avoir la machine à laver et le ballon d'eau chaude, tout ça. Les prises de terre ou liaisons équipotentielles. Alors bien sûr, le but de la prise de terre, c'est de protéger les personnes et les biens. Donc,
Là, comme vous voyez, on a la prise de terre qui va être accordée au tableau, donc ce qui va reprendre tous les équipements qu'on a vus au tout début. Et on va avoir une liaison équipotentielle, c'est comme ça que ça s'appelle, qui va reprendre tous les équipements électriques qu'il y aura dans le logement. C'est-à-dire tout ce qui va être prise, luminaire, qui va être chauffage, mais surtout aussi tout ce qui va être, qui va être soit huisserie, donc les portes, qui va être les tuyaux en cuivre, si certains ont encore des tuyaux en cuivre chez eux. Vous pouvez peut-être voir le petit câble vert jaune dépassé, raccordé. Donc comme là, par exemple, sur un réseau d'eau, on a du cuivre, on met une prise de terre. Sur des siphons de douche ou de baignoire, comme là, si on a une baignoire avec un siphon en acier, ou la douche en fonte. Et au niveau du chauffage, pareil. Tout ce qui va être conducteur va être mis à la terre. Ce qui va avoir pour but de vous protéger et que si au cas où il y a un courant de fuite, surtout un courant de fuite, que ça part directement à la terre. Alors, on va voir quelques pannes courantes qui peuvent arriver sur un interrupteur différentiel qui saute. Comme on peut voir, il peut avoir un défaut d'isolement, l'humidité qui provoquant une liaison phase neutre parce que les câbles sont détériorés, tout ça. Une décharge électrique sur une personne, donc comme on parlait, une petite électrisation qui peut arriver. Donc l'électricité en électrisation passe dans votre corps. Un mauvais câblage, différence de potentiel, donc le différentiel il saute. Et on disait le câble de phase abîmé qui touche la carcasse métallique d'un lave-vaisselle, d'un lave-linge ou d'un autre appareil où cela ne devrait pas. Les solutions de préconisation. Je me permets, Fabrice, pour expliquer, en fait, il y a deux types de pannes différentes. Hein. On va voir la panne juste après sur l'interrupteur divisionnaire, l'interrupteur différentiel. Oui. Va travailler sur l'analyse de la différence de potentiel. Donc, c'est en l'occurrence, dès qu'il y a une fuite de courant, une fuite de liaison à la terre, en l'occurrence, le disjoncteur différentiel va déclencher. S'il y a simplement un problématique d'équipement qui va provoquer un court-circuit, ça va pas être le différentiel qui va sauter, mais ça va plutôt être l'interrupteur divisionnaire. Donc là, on est sur un risque lié à la personne, donc un défaut d'isolement, ça peut vous faire venir le courant dans votre corps en l'occurrence, et donc c'est quand même assez critique. Et l'équipement qui nous protège du coup, c'est l'interrupteur différentiel. Et la première phrase, puisque ça aussi c'est issu d'un problématique que j'ai rencontré là, dans la solution, toujours utiliser le neutre issu du même disjoncteur à minima et du même circuit, c'est que parfois, en l'occurrence, j'étais dans mon garage, j'avais un neutre qui arrivait pour brancher un équipement, et puis j'ai tiré un fil, un câble avec 2 fils dedans, et il me fallait un 3e fil. Et il fallait que je passe par mes combes et tout, c'était la galère. Et donc, je me suis dit, je vais récupérer un fil bleu d'un autre équipement, d'un autre circuit, et puis j'ai ma phase ici, et puis c'est bon, ça va fonctionner, mon luminaire. C'était pour connecter un radar. Pour le coup. Ça pouvait fonctionner à l'époque où à l'époque on avait des fusibles, où à cette époque-là on n'avait que la protection de la phase, comme un interrupteur, ça servait d'interrupteur. Et du coup, de l'autre côté, on avait, comme la Terre, on avait une petite barrette qui prenait tous les neutres de l'installation. Sauf que, en faisant ça, les circuits et les appareils étaient un peu moins bien protégés. Et la problématique, c'est que du coup, je me retrouve avec mais ça marche, c'est-à-dire que il vient de marcher. Mais j'ai un fil bleu qui vient d'un circuit, un autre qui vient d'un circuit, une phase qui vient de l'autre, pas de souci. Sauf que si je veux manipuler cette installation, je vais couper mon disjoncteur qui correspond au luminaire extérieur. Je me dis, ok, la phase elle vient de ce circuit-là, je coupe le disjoncteur de ce circuit, et donc mon luminaire extérieur elle est plus alimenté. Si, manque de bol, comme j'ai pris le neutre d'un autre circuit, j'ai quand même le risque d'avoir un vrai souci, puisque je n'ai pas coupé finalement la totalité du courant de ce circuit-là, puisqu'il y a la moitié qui vient du circuit que j'ai bien coupé, et l'autre moitié qui vient d'un circuit qui est encore alimenté. Donc il y a quand même des vrais risques là-dessus, et surtout on a du mal à s'y retrouver après dans le diagnostic. Donc il faut toujours respecter d'avoir la phase et le neutre qui viennent du même circuit, si possible, et obligatoirement du même disjoncteur.
Pourquoi du même circuit si possible? Parce qu'il peut venir d'un circuit différent, mais il faut qu'il soit protégé quand même par le différentiel, parce que c'est lui qui va assurer la protection sur la personne malgré tout. Tous ceux qui ont acheté ou loué des appartements, vous avez un diagnostic énergétique qui est fourni, ce qu'on appelle le DPE. C'est obligatoire dans la fourniture d'un dossier d'achat ou même de location, je pense. Ce DPE, c'est un diagnostiquaire qui vient et qui va analyser, ok, est-ce qu'il y a des douilles sans protection, des ampoules comme ça qui pendent, mais aussi est-ce qu'il y a des câbles avec des sucres non protégés. Et ça prévient en l'occurrence des risques de condensation ou ne serait-ce qu'un câble qui est mal branché, que vous pouvez toucher vous-même. Donc il faut toujours isoler ces câbles-là avec une boîte de dérivation. C'est une boîte en plastique, mais qui est étanche à l'air et à l'eau, souvent, et qui vous permet de protéger ces petits raccordements qu'on a tous fait avec du scotch, là, un peu à l'arrache. C'est bien, mais c'est pas top. Et ensuite, on a comme tu disais, Cédric, les disjoncteurs divisionnaires. On en a parlé en avant-première. Je reviens sur quelque chose qu'on a vu dans la vidéo, mais que je pense que chacun a ça chez soi qui traîne, des vieilles multiprises là, qui ont presque un plastique jaunâtre. J'en ai encore, ça peut être des petites multiprises murales ou des multiprises anciennes. Pareil, elles ont des dates limites d'utilisation, ces multiprises-là. Au bout d'un moment, en fait, déjà les normes n'étaient pas les mêmes, donc les protections ne sont pas les mêmes, les protections sont vieillissantes. Et donc l'isolation des composants dans ces prises-là sont plus forcément très bonnes, et donc il est dangereux d'utiliser ces multiprises-là parce que ça peut être un facteur d'incendie aussi ou de surchauffe, même si a priori vous n'y mettez pas la pleine puissance ou la surpuissance sur la prise. Le fait qu'elle soit vieillissante, elle répond plus aux normes et aux critères de maintenant, et puis peut-être qu'elle est défaillante aussi. Donc il y a un certain danger aussi à utiliser ces équipements-là. Et pareil, petite chose qu'il faut faire. Alors bien sûr, quand vous allez acheter les marques repères de multiprise, elles sont certifiées CE dans les magasins chez nous, mais si vous achetez sur Internet ou quoi que ce soit des équipements, vérifiez toujours qu'il y ait les normes CE sur les appareils que vous achetez, parce que c'est soumis à des réglementations européennes qui sont généralement plus strictes que les réglementations chinoises ou autres, par exemple. Et donc, il est important aussi de vérifier qu'à minima, les équipements portent ces certificats. Donc, restez connectés à Extia. Merci pour votre présence et puis à très bientôt.